j'ai changé mon sujet il y a 2 semaines, suite à une décision de justice. Tiens, je vais mettre mon temps quand même. Suite à une décision de justice qui est tombée le 17 avril, rendue par la Cour d'appel du Québec, qui est notre plus haute cour avant d'aller à la Cour suprême, qui constitue la première décision qui traite en profondeur de la preuve numérique. On a au Québec une loi depuis 2001 et c'est la première fois qu'on a véritablement une décision qui prend le temps, on parle d'une décision de presque 50 pages, d'analyser en l'occurrence un enregistrement audio. Et j'ai une tendresse pour cette décision, j'ai une tendresse aussi pour le sujet. Rénal peut en témoigner, ça fait des années que je cherche un étudiant pour faire un mémoire, éventuellement une thèse sur ce sujet-là, parce que c'est une preuve qui se développe. Vous avez tous des téléphones, pas moi, mais vous en avez, et de plus en plus on voit dans les tribunaux des personnes qui viennent enregistrer un fichier audio, un fichier vidéo, suite à une relation un peu tendue avec son employeur, avec son voisin, avec son médecin, etc. Et ces documents sont mis en preuve. Donc c'est une preuve, à mon avis, qui va se développer du fait de la généralisation, à peu près généralisée, des fameux téléphones. Alors, petite plug, en fait, c'est pas une plug, en fait, c'est simplement pour vous dire, je déteste ce rôle de père fouettard que je m'attribue pour essayer de garder un petit peu le temps pour gagner sur les questions, mais je vais y aller par la méthode douce, c'est écoutez, celui qui va respecter ce temps-là, je vais lui envoyer la 2e édition qui devrait sortir dans quelques semaines. Alors, avec Rénal, Maria, on est capable de mesurer les fichiers, donc ceux qui auront fauté au-delà des 20 minutes, seront obligés de l'acheter. Alors, cette décision-là, comme je vous le disais, c'est une décision séminale. Pensez-y bien, la loi concernant le cas, c'est une loi assez technologique qui a été détestée par le barreau, excessivement technique. Et dans cette décision-là, on y réfère à 88 reprises. Alors, je sais que c'est une loi importante, mais c'est la première fois où un juge tente de comprendre un petit peu ce texte-là. Et c'est la première fois qu'on va à l'encontre j'utilisais cette image des dizaines de fois dans les conférences pour évoquer ce problème de communication entre les technos et les juristes. Et ça me fait penser à cette vidéo YouTube que vous pouvez trouver de Jamie, le cuisinier britannique. Jamie Oliver, c'est ça, qui va dans les French Pyrénées et qui rencontre M. Houillet, que j'ai déjà rencontré, qui produit des truffes et qui parle à peine français. Il parle principalement occitan, et Jamie Oliver parle juste anglais, et les deux parlent beaucoup dans la vidéo. Ils parlent beaucoup, évidemment, occitan versus anglais, personne ne se comprend. Et ça me fait un petit peu penser à ce débat dans le domaine de la preuve. On a une loi très technique que les juges ne comprenaient pas, et on a un florilège de décisions où cette loi-là donne lieu à des imputations qui sont juste pas compatibles avec les principes pluriséculaires du droit de la preuve. Alors je crois qu'on a enfin, Jamie d'un côté et M. Houillet de l'autre, qui sont enfin réussi à se comprendre. Alors les faits sont très simples. C'est une personne qui fait placer certains de ses placements par un courtier, et là, comme il n'est pas content, il a un manque de confiance, il enregistre les téléphones qu'il a avec cette personne-là. Apparemment, il y a beaucoup de rencontres téléphoniques qui se font, et il a pris l'habitude de les enregistrer à l'insu. Alors, je ne parlerai pas de cette question d'enregistrement pris à l'insu des gens. Il y a un article dans le Code civil, mais qui a une adaptation où on privilégie, à différence du droit français, me semble-t-il, le principe de vérité. On considère que même pris à son insu, très régulièrement, on va quand même reconnaître la mise en preuve. Mais ce n'est pas de ça dont je parlais. Dans ce que je parlais, c'est des 6 cassettes, et c'est le terme utilisé dans les décisions, qui correspondent à 6 heures d'enregistrement, qui ont été faits donc suite par ce stratagème, si je puis dire, qui n'ont pas été présentés en preuve. En fait, ce qui a été présenté en preuve, c'est même pas un CD qui a été fonctionné, correspondant à 50 extraits, correspondant à 1 heure à peu près, mais la transcription. On ne sait pas trop d'ailleurs comment cette transcription a été faite, c'est ces documents-là qui sont mis à la disposition du juge. Et le juge va au paragraphe 55, et c'est ces 5 étapes, simplement,
que je voudrais vous présenter, ces simples étapes que les juges vont décider avec, me semble-t-il, je crois, beaucoup de réussite. Alors, première étape fondamentale, c'est quoi cet enregistrement? Sur le plan de la preuve, c'est quoi? On a l'article 28.11 du Code civil qui dit qu'il y a 5 moyens de preuve, 5 éléments de preuve au Québec. On a l'écrit, le témoignage, l'élément matériel qui correspond à des enregistrements, les aveux qui sont une forme particulière de témoignage et les présomptions. Présomptions, on les met de côté parce que c'est pas un document en tant que tel. L'aveu, je le mets de côté parce que c'est une forme de témoignage très particulier où on s'incrimine. Les trois qualifications qui sont, dans un premier temps, nécessaires de faire, c'est le fichier que l'on a. Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un écrit? Est-ce que c'est un élément matériel? Et c'est une première fois. C'est une première fois où le juge fait cet exercice. Ça peut paraître complètement anodin, mais on a des dizaines de décisions où ce travail de qualification initiale n'est pas proposé par le juge. Je vous donne, j'aurais pu vous en donner une dizaine, mais on a une décision, Vandal contre Salvas en 2005, où il y a des courriels qui sont mis en preuve. Le juge dit ce sont des éléments matériels qui correspondent généralement aux enregistrements, audio, vidéo. Ils sont justifiés pourquoi? Aucune justification. C'est balancé dans la décision sans aucune justification. En l'occurrence, selon moi, et suivant un critère de qualification que je vais vous dire dans deux secondes, c'était davantage un témoignage, une forme de témoignage. Et cette forme de témoignage, notamment sur support écrit. Une autre question plus récente, où c'est le ministère qui fait des inspections dans les restaurants, qui prend des photos, j'imagine, d'éléments incriminants pour le restaurant. Il les met en preuve et le juge dit c'est un document technologique et s'arrête là. Il ne cherche pas à qualifier l'élément de preuve, alors qu'encore une fois, à chacun de ces 3 éléments de preuve, écrit, témoignage, élément matériel, il y a un régime avec des articles du Code civil qui s'y appliquaient. Trop souvent, en fait, les juges avaient tendance, traditionnellement, trahissant, une manière de comprendre c'est quoi un témoignage, c'est quoi un élément matériel, c'est quoi un écrit. Ils avaient tendance à dire, quand c'est sur un support papier, c'est un écrit, quand c'est un support oral, c'est un témoignage, et quand c'est un élément matériel, cet nouvel élément de preuve qui a été créé dans le nouveau Code civil de 1994, c'est les enregistrements audio-vidéo, c'est cet élément matériel. On avait eu l'occasion d'en discuter dans une précédente conférence avec Moustapha. J'avais développé une position qui a été un peu suivie dans cette décision. En fait, tout dépend de la fonction du document. Si le document, comme en l'occurrence, essaye de faire état d'un fait contemporain, une photo, un enregistrement qui relate un élément T, alors c'est un élément matériel qui est en cause. Quand on veut faire état de faits passés, j'ai vu ceci, quel que soit le support, que ce soit un support papier, numérique ou courriel, c'est un témoignage. Et l'écrit, la fonction première de l'écrit correspondrait en fait à la vieille définition qu'on retrouve dans Toulier, par exemple, si je prends une référence française. L'écrit, c'est une preuve littérale. C'est pour prévoir le futur. Par exemple, le contrat, si jamais on veut éviter ou tenter d'éviter les litiges futurs, on met sur papier les obligations des parties. Donc ça peut paraître tout bête, mais c'est une première démarche rare, c'est la première fois qui a été faite par le juge et qui a, à mon avis, avec beaucoup de bonheur, considéré que c'était un élément matériel. Deuxième question, je vais aller très très vite, ça fait 9 minutes 12. Non pas que je veux avoir le prix, mais pour montrer l'exemple. Deuxième question, c'est est-ce que c'est un document technologique? Effectivement, on a une loi au Québec, les petits paragraphes en dessous, ça correspond au paragraphe. Donc il y a 20 paragraphes quand même, sur ce qui est quand même long, surtout pour des Français, 20 paragraphes où on dit est-ce que c'est un document technologique? Pourquoi? Parce que dans la loi, effectivement, on a des dispositions spécifiques. Et il y a un débat, parce que là, on est face à des cassettes, des vieilles cassettes, là. Vous savez, là, que vous pouvez tourner avec un crayon, là, ceux qui sont
les moins de 20 ans ne sont pas capables de faire association entre une cassette et un crayon. Là, ben, nous, oui. Eh ben, c'est une cassette magnétique. Et on a un doute, effectivement, dans la loi magnétique, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'analogique? Est-ce que c'est du technologique? C'est pas très clair. Et en fait, je ne veux pas, faute de temps, peu importe. Et même si, ce dont je ne suis pas sûr, les juges disent oui, c'est un document technologique, à la fin, ils le disent avec des termes beaucoup plus élégants que ça, mais ils disent on s'en fiche. On s'en fiche un peu de quelle est la qualification. En fait, la question est plus pratique que théorique, est plus théorique que pratique, pardon. Parce que ce qui importe, quel que soit le statut de ce document-là, ce qui importe, c'est que le document soit authentique. Et ça correspond, le critère d'authenticité que l'on trouve chez nous, ça correspond aux deux critères que l'on voit dans le Code civil pour définir l'écrit, à savoir l'intégrité du document et un lien avec l'auteur du document. Alors voilà maintenant cette exigence de preuve d'authenticité, là encore sur une vingtaine de paragraphes. Je vous mets sous les yeux cet article du Code civil qui est du nouveau droit, 1994. Nouveau droit où effectivement quand on veut mettre en preuve une photo, un enregistrement, audio ou vidéo, il faut une preuve annexée, une preuve d'authenticité. Ça c'est Jean Courriel, ça. Une preuve d'authenticité qui soit faite par la personne qui a pris la photo et qui dise oui c'est bien moi, je l'ai pris à tel endroit, à tel moment, en tel lieu, dans telle circonstance. Qui explicite la manière dont le document a été généré. Alors, je vais me permettre de revenir un petit peu dans les années 80 où il y avait un débat entre les profs de droit au Québec sur la pertinence d'avoir un nouveau moyen de preuve au-delà du témoignage et de l'écrit. Et on avait d'un côté les auteurs, Claude Fabien, M. Patnaud de Sherbrooke, qui disaient oui, c'est bien. Et de l'autre, vous avez Léo Ducharme à Ottawa, section de droit civil, qui disait ça va être compliqué, on ne va pas savoir de déterminer dans quel cas il correspond. Peu importe, la loi a été adoptée, on a reconnu ce moyen de preuve avec cette preuve d'authenticité annexée, et maintenant ça nous permet de dire que, en fait, si je prends une vidéo ou un fichier audio comme dans ce cas-ci, on peut avoir un aveu vidéo, on peut avoir un écrit vidéo. Un écrit vidéo, ça peut dire avec Mustapha, je lui vends mon vélo, et on est enregistré pour des fins de preuve dans le futur, et on dit ben voilà, je te donne à tel prix mon vélo, etc., etc. On peut avoir un témoignage aussi, vidéo, comme ça se fait souvent, et on a aussi des ans matériels quand c'est, encore une fois, un document qui a pour fonction de faire un Polaroid d'une situation donnée. Sous question 3, il y a un autre élément, et ça peut vous paraître pour les étrangers anodin, mais pour nous c'est une révélation. On avait un article, l'article 7 de la loi, qui dit qu'il n'y a pas lieu de prouver que le support document, les procédés système, permettent d'assurer son intégrité. Il y a une trentaine de décisions qui arrivent à cette incongruité totale qui est de dire « Ah, il y a une présomption d'intégrité de tous les documents numériques. » Pas besoin de les prouver. Ce qui est une aberration, dans la mesure où les documents numériques sont beaucoup plus falsifiables que les documents physiques. Non, ce que voulait dire la loi, et ça a été ainsi suivi par la Cour d'appel, c'est de dire non, je dois prouver l'intégrité du document, mais je ne dois pas prouver que l'environnement, l'ordinateur, le cloud dans lequel le document est géré, est un document qui est infalsifiable. Donc l'intégrité ne vaut que pour l'environnement et non pas pour le document lui-même. Et ça, c'est notamment, ça se voit à au paragraphe 100 de cette décision. Donc c'est véritablement une première. Et ce qui est une première aussi, c'est qu'ils disent, bah, écoutez, si vous voulez prouver l'intégrité du document, pourquoi pas utiliser des métadonnées qui vont permettre de faire la preuve du document numérique. Effectivement, les métadonnées ne sont pas la solution universelle d'une part et pas la solution aussi suffisante dans bien des cas, mais c'est une solution intéressante qui sont... Vous savez, j'ai été par exemple sur des jurys de plagiat et des fois il y avait des étudiants qui disaient « j'ai jamais copié ». Et la question qui permettait de régler la situation tous les fois, ok, vous avez écrit sur quel support? Un fichier Word, ok, vous pouvez me transmettre le fichier Word? Ah, aucun problème. Vous savez que dans le fichier Word, je peux savoir si vous avez fait un copier-coller, il va y avoir une trace qui est vraie. Je ne sais pas trop comment faire, mais je peux demander à des bons étudiants. Et là, vous voyez les personnes balbutier, bégayer.
plus être tout à fait sûr d'avoir le document à proximité, etc. Donc, effectivement, les métadonnées sont une source de révélation et de preuves qui sont très souvent utilisées et utilisables. Et je crois que c'est une première qu'une décision, notamment une cour d'appel, le mentionne avec autant d'affirmations. Quatrième et avant-dernier point, c'est que cette preuve d'authenticité, ça je ne vais pas dans le détail, mais ça se comprend bien. Donc cet enregistrement, comment se fait-elle? Et il y a deux types de critères qui sont présentés. C'est d'une part, tout va dépendre des modalités de confection de l'enregistrement et d'autre part, la qualité de l'information. Alors sur les modalités de confection, ce qui est important, c'est qui, quoi, comment. Qui l'a fait? Comment on l'a fait? Quel logiciel on a utilisé? Combien de temps après la date de l'enregistrement ça a été fait? Et tous ces éléments permettent de donner une certaine crédibilité au document en tant que tel. Sur la qualité de l'information, on a une vieille décision de la Cour d'appel, encore une fois, de 1991, qui dit c'est important que ce soit intelligible, qu'on puisse reconnaître le fil audio du document, s'assurer que c'est bien M. Claudat, M. Binisti qui parle. C'est plus en lien véritablement à l'information elle-même. Ce qui est intéressant aussi sur ce point, c'est que là encore, les juges répètent que pour que cette preuve d'authenticité soit faite, on peut utiliser une documentation, une preuve annexe pour s'assurer que l'enregistrement a été fait dans de bonnes conditions. Et mon dernier point, c'est pas un téléphone, hein, c'est un vieil iPad en 16 minutes 14. Le dernier point, ça va aller très vite. C'est qu'on a des nouvelles dispositions, et une des raisons de la mise à jour de mon livre sur la preuve, c'est qu'on a un nouveau code depuis janvier 2005, un nouveau code de procédure civile. Et on a deux dispositions, enfin une disposition dans l'ancien code qui a été reprise sous un autre numéro dans le nouveau code, qui a pour but de faciliter la mise en preuve des documents. Et on a du mal à interpréter ces éléments-là parce qu'en fait, en bout de ligne, et c'est le cas de tous les nouveaux codes de procédure, on veut faciliter la mise en preuve. Et pour faciliter la mise en preuve, on veut inverser le régime de preuve qui date du droit romain, à savoir la preuve incombe à ceux qui prétendent. Et on veut, acteur et copie probatio, on veut en fait que des preuves soient admises par elles-mêmes à charge pour le parti de contester l'intégrité du document. Ça, c'était un article qui a été introduit sous l'ancien code, mais pour des cas très particuliers, à savoir les actes semi-authentiques, c'est-à-dire des actes authentiques d'autres pays, et les actes sous seing privé. Pourquoi les actes sous seing privé? Parce qu'on considérait que la signature était un gage de fiabilité assez grand, et donc on pouvait donner une pertinence particulièrement grande et un régime de preuve particulièrement favorable du fait de la sécurité généralement associée à ces deux types de preuves-là. Le problème, c'est que en 2001, avec la nouvelle loi, on a étendu ça à tous les documents technologiques, ce qui est complètement incongru, dans la mesure, comme je disais, les documents numériques sont beaucoup plus falsifiables que les documents physiques. Donc on avait un problème de compréhension de cette étendue-là. Et cette étendue-là a été adoubée, je dirais, dans le nouveau code, à des termes un peu vagues, mais dont on ne connaît pas encore une fois les tenants aboutissants. Mais c'est une vraie interrogation que je vous soumets. Je ne sais pas, en fait, si on est face à une inversion majeure en termes de contestation du document, si on veut donc favoriser à un point tel l'admission, en fait. Donc on favorise en fait l'admission au contraire de la sécurité, en fait. Alors je ne sais pas jusqu'où le nouveau code avec l'article 262 va aller. La Cour d'appel ne répond pas exactement à ce critère-là, mais je vous invite à la lire, de lire cette décision séminale, comme je vous disais tout à l'heure, en 18 minutes 40.